Bien, écoutez, je vous propose de mettre en route cette table ronde. Je suis donc François-Paul Idori, je dirige le pôle travail et développement, qui est l'un des instituts du CNAM qui s'occupe de santé au travail et d'ingénierie de formation. Et donc, comme nous l'avons vu, entendu avec Vincent Merle, mais également avec Yannick Lefebvre, je pense que ici nous sommes à peu près tous d'accord pour dire que finalement l'alternance est l'un des dispositifs, pas seulement le seul, mais l'un des dispositifs qui permet le plus d'aller vers cette construction des compétences, dans la mesure où elle rapproche la pratique de la connaissance et la connaissance de la pratique. C'est dû, je pense, au fait aussi que, enfin, en termes de conditions, eh bien, finalement, les temps, Vincent Merle en parlait tout à l'heure, quelqu'un intervenait sur ces aspects, bien que les rythmes, mais aussi que la formation en alternance ne se réduise pas à des temps, entre guillemets, de théorie d'un côté, de pratique de l'autre côté, mais qu'au contraire, ces deux temps puissent se cumuler, s'enrichir les uns les autres de manière à ce qu'ils permettent d'atteindre cette visée de professionnalisation dont on parlait encore tout à l'heure avec Vincent Merle. Alors évidemment, ça sous-entend eh bien que les enjeux, les logiques des différents acteurs parties prenantes de l'alternance eh bien puissent aller vers un autre type d'alternance et puis surtout puisse s'accorder à minima sur justement des facteurs clés de succès. Alors Vincent tout à l'heure, Vincent Merle on a parlé un tout petit peu, on a évoqué quelques-uns. Il a parlé d'ingénierie, d'ingénierie de dispositifs de formation d'alternance, plus spécifique en tout cas. Il a parlé de tutorat. Il a parlé de visée de l'entreprise, mais plus largement de cette logique des enjeux partagés d'une co-construction de la finalité de l'alternance. En gros, pourquoi l'alternance? Pour faire quoi? Pour quel type de professionnalisation? Il y en a d'autres, je pense, des facteurs clés. Ce sont bien sûr, au niveau de l'entreprise, quel type de profil. Au-delà du profil, c'est quel type de poste et de mission donc pourrait être confié aux jeunes, aux moins jeunes, alternants. Quel type d'accompagnement est prévu? Quel type d'accompagnement sont prévus? On pourrait les mettre au pluriel. Quel tuteur? Quelle équipe tutorale? Et donc quelle ingénierie? Alors, ils ne sont pas tous là, bien sûr, ces leviers, mais justement, cette table ronde eh bien, réunit différents invités qui vont nous dire quels sont les facteurs pour eux qui sont importants et lesquels ont-ils pointé également dans leur pratique, dans leur réflexion. Alors, il prendra le temps de se présenter tout à l'heure, mais nous avons ici Madame Eslan, qui est vice-présidente de la commission apprentissage au niveau du conseil régional, Madame Delaunay, qui travaille au niveau du groupe Strego à Angers, enfin c'est un groupe national aujourd'hui, Monsieur Chenu, qui travaille au service RH d'EDF et qui est salarié en contrat professionnel. Monsieur Guyot, qui représente RENASUP, donc le réseau d'enseignement supérieur privé. Et enfin, Monsieur Simanger, qui, au niveau d'Opcalia, eh bien, en est le directeur régional. Voilà. Donc voilà pour nos invités et pour donner justement le ton sur les facteurs clés de succès. Et justement, donc, Madame Delaunay, dans votre entreprise, dans votre groupe Strego, quels sont parmi... alors, avez-vous pointé par rapport à ce qu'il disait ce matin, mais au-delà, dans le cadre de votre pratique, des facteurs, un facteur
qui permet à l'alternance de fonctionner tel que vous l'envisagez. Et puis finalement, vous la mettez en œuvre à partir de votre entreprise en privilégiant quel type de dimension plus particulièrement? Bonjour à tous, donc Amandine Delaunay, chargée de recrutement pour le groupe Strego. Alors, je vais présenter un petit peu Strego. C'est un cabinet d'expertise comptable, d'expertise sociale et commissariat aux comptes, audit, présent sur tout l'ouest de la France. Nous avons actuellement 43 bureaux et nous sommes à peu près, nous arrivons à pas loin de 900 collaborateurs. Donc sur ces différents métiers. Pour nous, Strego, nous recrutons des jeunes en contrat par alternance. En septembre dernier, à la rentrée dernière, nous avons embauché plus d'une vingtaine de jeunes en contrat par alternance sur nos différents métiers. Donc l'expertise comptable, où nous prenons soit après le bac pour effectuer le BTS par alternance, donc à partir d'un bac plus 2, bac plus 3 avec le DCG et bac plus 5 avec le DSCG. Mais aussi sur nos métiers, notre métier de la paye, où nous prenons pour les former à un bac plus 3, voilà. Nous prenons aussi des contrats par alternance pour notre siège social sur des missions sur les services supports, aussi bien en informatique, en marketing et en ressources humaines. Donc c'est assez varié. Voilà. Comment se passe le recrutement de ces jeunes? Comment ça se déroule? Strego est connu, donc nous recevons énormément de candidatures spontanées. Voilà, là c'est la période donc pour la rentrée prochaine, donc beaucoup de candidatures spontanées. Nous avons aussi des partenaires avec des écoles sur notre métier de l'expertise comptable, où nous avons un partenaire depuis beaucoup d'années et où en fait on nous envoie des candidatures de jeunes qui sont déjà dans cette école et qui souhaitent poursuivre par un contrat par alternance. Et de même pour la paye, où là Strego s'investit puisque nous avons nos collaborateurs, experts comptables, responsables du pôle social, qui s'investit dans des écoles en donnant des cours, donc principalement sur la paye, gestion du personnel, etc. Enfin tout ce qui est en relation avec la licence RH. Voilà. Et le troisième moyen de recrutement, c'est que Strego aussi prend beaucoup de stagiaires. Sur l'année 2012, nous avons pris plus d'une centaine de stagiaires. Bien sûr, sur tous nos différents bureaux, mais c'est un moyen aussi de recruter nos jeunes pour des contrats par alternance. En général, c'est des jeunes qui font un contrat de un stage de 2 mois au niveau d'une formation DUT, GEA, et qui souhaitent poursuivre vers un DCG, voire DSCG. Voilà. Donc, comment nous recrutons nos jeunes par alternance? Bien entendu, ces jeunes, nous les recevons en entretien, soit moi, soit le responsable du bureau, l'expert comptable. Qu'est-ce que nous attendons d'un jeune qui souhaite poursuivre sa formation, mais par alternance? Lors de l'entretien, c'est nous montrer sa motivation, nous parler de son projet professionnel, qui est important, puisque il souhaite rentrer malgré tout dans la vie professionnelle, dans la vie active, et c'est important d'exprimer son projet professionnel. Voilà, c'est surtout ça. Comment se déroulent les entretiens, voilà par rapport à ça, par rapport au recrutement de nos jeunes. Ensuite, l'accueil de nos jeunes, le premier jour, ils sont tous accueillis
par l'expert comptable ou le responsable du bureau, par la personne qui les a reçus en entretien. C'est important. C'est important que ce soit la même personne qui l'accueille, qui les reçu en entretien. Ça permet malgré tout de faciliter cette première journée, de les mettre davantage à l'aise. Donc la pratique au sein de Strego, c'est que les jeunes sont présentés à tous les collaborateurs du bureau. Voilà, ils font le tour des bureaux, se présentent, expriment quelle formation, dans quel but il est là au sein de Strego. Et puis après, il est amené à son tuteur. Comment sont choisis les tuteurs? En général, c'est des responsables de groupe. C'est le terme qu'on emploie au sein de Strego. C'est des cadres qui sont en charge d'une équipe. Donc, comment sont composées nos équipes? Il y a des collaborateurs comptables qui établissent qui font la saisie, la comptabilité des clients, plutôt la saisie, les déclarations de TVA. Des responsables de dossiers qui font la révision des dossiers comptables et qui sont davantage en relation avec les clients. Le responsable de groupe qui est là pour manager l'équipe. Et puis après, donc, nous avons l'expert comptable qui est là pour parler du bilan au client. Nos jeunes sont intégrés au départ en tant que collaborateurs, aussi bien comptables que social. Donc, travaillent pour les responsables de dossier, font de la saisie, font les déclarations de TVA, etc. Tout ce qui est le b.a.-ba, tout ce qui permet d'apprendre le métier de la comptabilité et de la paye. Voilà. Nous demandons à nos tuteurs de faire un point régulièrement avec nos jeunes qui sont en contrat par alternance pour voir s'il n'y a pas un décalage entre l'attente de Strego, l'attente du jeune aussi. C'est important que le jeune s'épanouisse au sein de la société, que les deux parties soient en accord. Les jeunes qui sont intégrés au sein de Strego, bien entendu, bénéficient de la formation en interne, aussi donc par rapport au logiciel. Dans le mois qui suivent leur arrivée, ils sont obligatoirement formés à notre logiciel, aussi bien en paye qu'en comptabilité ou sur d'autres domaines, et suivent les mêmes formations que nos collaborateurs embauchés en CDI ou en CDD. L'exemple, là actuellement en janvier, c'est la loi de finances. Tous nos collaborateurs en comptabilité, y compris nos jeunes apprentis, contrats de professionnalisation, y participent. De même, dans l'activité sociale, l'acte social, c'est de même. Pour nous, il est important que ce sont des personnes de l'entreprise qui ont le même droit pour bénéficier de la même formation, aussi bien en interne, même s'ils sont formés à l'école. Pour nous, c'est très important. Voilà. Quels sont les avantages pour nous, pour Strego? Ça permet de former nos jeunes aux méthodes Strego. Voilà, d'une certaine manière, voilà, les techniques Strego, propres à Strego, l'organisation, l'environnement, voilà, pour nous, c'est très important. Et puis, ça permet aussi pour Strego, c'est d'investir sur l'avenir, puisque la plupart de nos jeunes sont embauchés à la suite de leur contrat de professionnalisation ou leur contrat d'apprentissage, sont embauchés en CDI. Pour vous donner quelques chiffres, les contrats qui se terminaient entre septembre, octobre et puis fin décembre là, de 2012, voilà, nous avons embauché quand même 8 personnes, 8 jeunes en CDI. Donc, ce qui est quand même voilà, important. Donc, on investit vraiment sur l'avenir. C'est une volonté de Strego. Tous les ans, c'est vrai que nous prenons une vingtaine de contrats par alternance. Donc, c'est vraiment une volonté de Strego. Voilà. Il y a 2 ans, sur le métier de la paye, nous avons eu vraiment des difficultés à recruter des personnes qualifiées sur ce métier de la paye qui est vraiment très spécifique et qui se développe. Donc, depuis 2 ans, Strego
embauche entre 6 et 8 jeunes sur nos métiers de la paye, en licence RH. Voilà, pour investir sur l'avenir, pour pas se retrouver, comment dire, en pénurie ou en difficulté à recruter. Et voilà, ça permet, c'est un bon moyen de recrutement pour la suite, et ça permet d'investir vraiment sur l'avenir. Voilà. Voilà. Est-ce vraiment facile? Est-ce facile pour nous, Strego? Est-ce facile pour le jeune, ce contrat par alternance? Malgré tout, ça demande un investissement des deux parties. Pour Strego, le tuteur, l'équipe doit s'investir, prendre du temps pour former les jeunes, pour leur expliquer les techniques. Voilà, il est important de prendre du temps, même si voilà, là on arrive en période fiscale et que c'est un peu plus compliqué. Ce temps est vraiment très important. Pour le jeune, c'est vrai qu'il y a l'alternance, c'est pas facile non plus entre la pratique et la théorie. Voilà, quand il passe 15 jours, 3 semaines au sein du cabinet à faire son métier qu'il aime, et puis hop, retourner en cours une semaine, malgré tout, c'est pas forcément évident ce passage, c'est de la théorie à la pratique. Et voilà, aussi bien pour eux que pour nous, il y a des difficultés qu'il faut malgré tout, faut s'investir pleinement dans ce projet pour que ça marche. Voilà. Le but, nous, pour Strego, c'est de faire progresser les jeunes. Donc, au départ, voilà, ils apprennent les techniques, ils font de la saisie. Petit à petit, on les amène à faire de la révision, à les faire évoluer vraiment vers le poste de responsable de dossier, à prendre contact avec les clients. Il y a vraiment ce besoin, cette envie de faire évoluer les jeunes, de les faire monter en compétences. C'est vraiment le but recherché par Strego. Alors c'est pas prendre un jeune et puis se dire voilà, pendant 2 ans vous ferez de la saisie point final. Non, c'est vraiment développer leurs compétences, les amener à progresser et à les faire évoluer au poste de responsable de dossier. Voilà. Voilà. L'objectif final, bien entendu, pour le jeune, c'est d'être diplômé. C'est ce qu'on souhaite à tous nos jeunes. Et puis, ce qui est pour Strego, la satisfaction, c'est que le jeune soit content de sa formation, garde un bon souvenir, qu'il est compétent, qu'il ait appris des techniques, qu'il est vraiment monté en compétences. Pour nous, c'est ça l'objectif et le but. Comme tous nos jeunes et comme tous nos collaborateurs, eux aussi font partie intégrante de l'entreprise. Donc, comme nos collaborateurs en CDI, en CDD, tous les ans, ils ont aussi leur entretien annuel, ce qui permet d'exprimer leurs attentes, leurs besoins, qu'est-ce qu'ils attendent vraiment de Strego, et puis nous aussi, de faire nos remarques. Voilà. Le but de Strego et la volonté de Strego, c'est vraiment de prendre des jeunes en alternance pour les embaucher à la suite de leur formation. Enfin, c'est vraiment ça la principale idée. D'accord, merci. Moi, je retiens effectivement des éléments très importants qui sont déjà l'engagement de Strego, en fait, dans une politique de ressources humaines qui est liée à une forme, voire à une gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, comme on le dit, puisque vous embauchez des jeunes qui seront de futurs collaborateurs et qui sont là pour permettre à Strego d'anticiper les compétences dont Strego aura besoin dans les années à venir.
Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important, ce qui sous-entend, et vous l'avez souligné, que le jeune, on parle beaucoup de jeunes, en fait, en contrat pro, bon, c'est un statut qui est celui de salarié. Hein. Il est salarié de l'entreprise, nous le savons tous. Et ici, vous le disiez, il fait partie des salariés de l'entreprise et du coup, il bénéficie des mêmes conditions, engagements, devoirs, comme tous les autres salariés. Et en plus, eh bien, il y a et pour moi, ce sont des dimensions clés de réussite, puisqu'il y a une finalité globale que vous avez pointée à plusieurs moments, hein, les objectifs de Strego, ainsi de suite, eh bien, qui font que ensuite les autres facteurs clés, le tutorat, l'intégration, le recrutement et l'accompagnement sont au rendez-vous. C'est un peu comme ça que j'aimerais, moi, enfin, que si vous permettez, déjà résumer ces points importants pour Strego, donc pour votre groupe, finalement, qu'on retrouve aussi dans d'autres entreprises, mais qui sont là très prégnants. Merci. Monsieur Silminger, du coup, au niveau d'Opcalia, je regardais l'autre jour votre site et je vais me permettre de lire une phrase très intéressante. Opcalia souhaite répondre aux besoins de recrutement des adhérents tout en favorisant l'insertion de jeunes ou la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi en s'appuyant sur les contrats professionnels. Alors, vous me disiez... C'est magnifique. Comment ? Belle phrase. Tout à fait. Facile. Et donc, contrat de professionnalisation. Ouais. Absolument. Et donc, je sais que vous réalisez justement des enquêtes à 6 mois pour justement pointer, après ces expériences de contrat et donc d'alternance, ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. À partir de cela, enfin, pouvez-vous nous en parler? Et à partir de là, quelles sont les préconisations que vous réalisez, le forme d'accompagnement que vous réalisez auprès de vos entreprises adhérentes sur ces dimensions d'alternance, sur ces leviers finalement qui font que l'alternance fonctionne? Oui, un OPCA, donc un organisme collecteur, financeur donc de la formation professionnelle, y compris des dispositifs de la professionnalisation. Notre champ d'intervention sur la professionnalisation est large. Il est d'autant plus large que les dernières lois, notamment la loi Cherpion, nous a même demandé, en lieu et place des unités territoriales de l'État, de suivre l'instruction juridiquement des contrats. Juste en 2 mots, une présentation d'Opcalia. Donc, un OPCA en Pays de la Loire qui a 15 000 entreprises adhérentes, 55 millions d'euros de collecte, donc ils se répartissent et sur le plan de formation et sur la contribution professionnalisation qui sert notamment donc au financement des contrats en alternance. Une 50aine de salariés partis sur chacun des départements, puisqu'on est présent sur chacun des départements de la région Pays de la Loire. Alors c'est vrai que vous parliez des enquêtes à 6 mois que nous faisons auprès des stagiaires une fois que le contrat s'est terminé et qui nous permettent effectivement de nous dire quelles seraient ou quelles sont les préconisations, les facteurs clés qui permettent effectivement de mettre tous les éléments de notre côté, du côté de l'entreprise, du côté du stagiaire alternant, pour que le déroulement du contrat se passe bien. Alors il est bien évident que le rôle de NOPCA, il faut bien le distinguer. Notre rôle est complètement différent selon qu'on s'adresse à une entreprise de la taille de Strego, où là on a plutôt un rôle de technicien, comme je l'évoquais au début de mon propos, d'une PME, puisque 90% de nos adhérents sont des PME, où on va un petit peu plus loin dans le rôle de conseil, d'accompagnement de l'entreprise qui attend davantage de son OPCA. Pour moi, il y a 3 éléments, facteurs clés de succès éminemment importants, avant même que le jeune ait passé sa première journée dans l'entreprise, et sur lesquels on essaie de sensibiliser nos entreprises adhérentes. Le premier, c'est le sourcing. C'est-à-dire qu'il faut bien faire comprendre à une entreprise que le recrutement d'un futur salarié en contrat de pro, il n'est pas moins important, il ne faut pas moins y travailler qu'un salarié qui serait recruté tout de suite en contrat, en CDD ou en CDI. Donc,
Vincent Merle parlait tout à l'heure de co-construction. On est là pour faire comprendre à l'entreprise, avec l'organisme de formation auprès duquel va se former le jeune, avec nos partenaires institutionnels, Pôle emploi, Mission locale, les Cap emploi quand il s'agit de personnes en situation de handicap, que l'entreprise doit rester maître du sourcing et du recrutement du stagiaire. C'est pas toujours le cas. Le deuxième, c'est bien réfléchir et bien se poser sur bien corréler le poste, les compétences attendues par l'entreprise, du choix de la formation auprès de l'organisme de formation. On a quelquefois quelques surprises dont on se rend compte que derrière, ça aboutit à des échecs en cours de contrat. C'est que c'est complètement décorrélé. Ça peut paraître surprenant, mais ça arrive. Tout simplement parce qu'on ne s'est pas suffisamment intéressé en amont, avant que ça commence, sur cette question fondamentale de qu'est-ce que je vais pouvoir offrir moi comme poste. Et dans une PME, c'est éminemment important parce que quelquefois les compétences attendues sont larges et variées. La réponse formative que je vais trouver auprès d'un prestataire, organisme de formation. Ce qui nous a amené d'ailleurs à développer, je pourrais en parler plus avant si ça intéresse certains d'entre vous, d'une forme de contrat chez Opcalia qu'on a appelé Prodiat, et qui permet d'internaliser 100% de la formation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prestataire de formation externe. On a un organisme de formation architecte qui conçoit le parcours de formation d'intégration du jeune dans l'entreprise, jeune qui va se former dans l'entreprise. Une des raisons qui font qu'on aboutisse à ce type de dispositif, c'est notamment parce qu'on a des métiers en tension, rares, et pour lesquels on n'a pas la réponse de formation dans un organisme externe. Donc on a des métiers techniques, je pense à notre filière, nous, textile, mode cuir, où Prodiat fonctionne bien parce que tout simplement on n'a pas la réponse formation en externe. La troisième clé pour nous de réussite, avant même que le contrat ne démarre, alors effectivement, chez Strego, on est presque dans un monde idéal en ce qui nous concerne, c'est de sensibiliser l'entreprise à l'accompagnement au tutorat. Alors le tutorat, il a été un petit peu mieux approfondi en ce qui concerne les contrats d'apprentissage. Notre sentiment, c'est que le maître d'apprenti a une reconnaissance, Vincent Merle en parlait, on n'est peut-être pas encore en Allemagne, mais on l'aperçoit quand même dans les entreprises. Le tuteur désigné dans un contrat de professionnalisation, c'est pas encore ça. Il y a très peu de certifications. Il y en a une qui est faite par les chambres de commerce, mais je pense qu'on pourrait mieux travailler ou appréhender ce sujet. Faire comprendre qu'un tuteur, c'est pas quelqu'un qu'on désigne le matin où le stagiaire arrive dans la structure, ça arrive aussi, mais que ça se prépare en amont, que ces gens-là, ils doivent se former à ce rôle de tuteur. On réfléchit d'ailleurs à Opcalia avec le CNAM à comment proposer aux entreprises une solution formative un peu innovante qui ne soit plus simplement que du présentiel, parce qu'on se rend compte que les sessions de 14 heures ou de 21 heures de formation de tuteur aujourd'hui ne répondent plus aux besoins des entreprises. Donc on veut y introduire un peu de distanciel. On veut surtout personnaliser les parcours de formation aux expériences et aux particularismes de chacun des tuteurs qui seraient amenés à suivre des jeunes ou des moins jeunes, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais aujourd'hui le contrat de pro il est ouvert également aux adultes et ça requiert un accompagnement un peu différent d'un jeune de moins de 26 ans, donc il faut aussi en tenir compte. Le tutorat, c'est pas simplement non plus les contrats d'alternance, c'est apprendre à l'entreprise finalement, quel que soit le dispositif qu'elle mobilise pour recruter. Il y a les emplois d'avenir qui arrivent. Il y a le contrat de génération dont on entend parler et qui arrive également avec un fort volet tutorat qui risque de se développer. Donc voilà pour moi en résumé les 3 points sur lesquels on essaie en tout cas nous de mobiliser nos entreprises adhérentes sur les facteurs clés qui font que, alors après il y a d'autres éléments qui peuvent faire que le contrat échoue ou réussit, mais si l'entreprise encore une fois maîtrise son sourcing, si elle est en phase au niveau du poste, des compétences attendues et de la formation et de la qualification visée pour le jeune ou le moins jeune, et
la manière dont elle appréhende l'accueil, l'accompagnement, le suivi, le tutorat. Il faut aussi interroger les jeunes ou les moins jeunes sur les aptitudes sociales. On se rend compte que ça pose de plus en plus de difficultés dans nos entreprises. Il ne s'agit pas simplement, même une fois que ces conditions-là sont remplies, parfois d'autres questions se posent. Voilà, donc c'est un enjeu, hein, c'est un pari sur l'avenir que de recruter des jeunes en alternance. Bien sûr, nous, on l'encourage. On est là pour ça, on est facilitateur. On a toute la partie technique, quelquefois obscure, hein, du rôle de NOPCA sur les parties de financement qui sont des mécanos compliqués et on n'est pas là pour expliciter aux entreprises cette partie-là, mais pour leur simplifier la vie là-dessus. Par contre, elles ont un rôle à jouer et effectivement, ma voisine de gauche l'a bien expliqué, mais encore une fois, dans une structure, j'allais dire aussi bien organisée, encore une fois, voilà, dans une PME de 10 personnes, les enjeux sont un petit peu différents et pour autant, c'est aussi important pour la personne qui va intégrer la structure. Merci. Merci. Donc effectivement, recrutement, définition de poste, l'accompagnement et du coup un tutorat pensé en amont, de manière à ce qu'il fonctionne tout au long du parcours de formation. On a vu donc la pratique, la finalité en entreprise, comment un grand TOPCA accompagner et se positionner par rapport à l'alternance. Monsieur Guyot, au niveau de RENASUP, donc vous avez justement avec les établissements d'enseignement supérieur qui font partie de RENASUP mis en place des formations et des formations qui fonctionnent en alternance. Alors, pour répondre un peu en écho justement à l'entreprise, à l'OPCA, à partir de vos expériences de formation, quels sont les leviers, quels sont les freins que vous rencontrez pour que la formation puisse bien se dérouler, soit entre guillemets professionnalisante, pour que également, eh bien, le partenariat, on parle depuis ce matin de co-construction, donc pour que ce partenariat avec les autres acteurs de la formation en alternance puisse sereinement et efficacement se dérouler. Bien, donc bonjour à tous et à toutes. C'est vrai qu'après l'intervention qu'on a eue juste avant, c'est pas évident de redire des choses innovantes, mais peut-être situer tout d'abord. Alors moi, je suis directeur d'un établissement, hein, mais c'est pas l'objet essentiel. C'est un lycée agricole, hein, donc près d'Angers. Donc c'est un peu particulier, mais là je suis au titre donc de RENASUP et Loire que vous connaissez pas forcément, qui regroupe, c'est un réseau en fait qui regroupe l'ensemble des établissements privés sous contrat, mais qui ont ceux qui ont des formations en enseignement supérieur et ce qui fait une cinquantaine d'établissements. En préparant cette table ronde, j'ai été un petit peu étonné d'ailleurs de constater que on a à peu près donc 50 établissements, 9200 jeunes, mais sur les 9200 jeunes aujourd'hui, alors il y en a bien sûr un nombre important d'apprentissage, hein, donc 870 qui sont en formation apprentissage, mais aussi 1200 en formation contrat de pro, ce qui n'est pas du tout mineur, donc ce qui montre que là, et aussi 180 de statut stagiaire professionnel, donc d'autres modalités de financement. Et quand on voit ça, je suis pas persuadé que, si j'ai des collègues dans la salle, ils réagiraient peut-être on y passe forcément le même temps, si vous voulez, sur les 1200 jeunes, plus 870, plus 180, donc presque 2000, que ceux tout à l'heure, ça a été expliqué dans la première intervention, des jeunes en formation initiale. Donc ça veut dire que l'alternance effectivement a changé dans les dernières années, est devenue a plus le vent en poupe. Maintenant concrètement comment y arriver, il y a les facteurs clés. Donc c'est la table ronde et je vais essayer donc de donner quelques éléments de réponse par rapport à ça, mais c'est pas forcément la question de l'ingénierie pédagogique qu'on a évoquée tout à l'heure. Moi ça me parlait beaucoup parce qu'effectivement je suis pas persuadé qu'on est complètement au bout de la réflexion à ce niveau-là. On a par exemple, c'est vrai qu'il y a des structures assez importantes pour n'avoir que des formateurs, donc qui s'adaptent mieux, qui font l'exemple de Vaucanson tout à l'heure était bien parlant. Mais on a aussi des cas où on a des enseignants qui interviennent en alternance derrière, mais qui ont envie de le faire, mais des fois ils sont aussi pris parce qu'ils ont les contraintes de leur planning de lycée qui n'est pas tout à fait adapté par rapport à ce qu'il faut faire par rapport à l'entreprise. Hein, donc voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire mais malgré tout essayons
bon, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui les facteurs clés de la réussite. Alors c'est vrai qu'il y a des jeunes qui ont envie de faire de l'alternance. Bon, là, on est parti un petit peu de schéma. Ils ont trouvé l'entreprise, mais déjà, effectivement, il faut d'abord qu'ils trouvent l'entreprise. Et ça, c'est quand même pas une histoire forcément déjà simple. Et donc, il y a un peu au moment où j'ai envie de faire, j'ai envie de faire de l'alternance. Bon, il faut pas qu'à la fin, et j'y reviendrai sur 2-3 propos, qu'on trouve l'entreprise qui a finalement, parce qu'on l'a téléphoné X fois, qui accepte de finalement prendre le jeune, mais qui a pas forcément peut-être tout à fait besoin de. Je parle pas du tout pour Strego, hein, je précise tout de suite. Hein. Mais c'est vrai que c'est un cas qui me paraissait très bien organisé, mais assez simple entre guillemets. Mais des fois, il y a des entreprises beaucoup plus petites et qui n'y avaient peut-être pas pensé et qui donc voilà vont finalement peut-être accepter, mais qui vont pas forcément, ça va pas être forcément tout à fait adapté. Alors avant de revenir à l'entreprise, du côté des jeunes, c'est vrai qu'il y a aussi de bien vérifier que est-ce qu'ils ont bien la bonne motivation, est-ce qu'ils ont bien mesuré ce que va être le parcours en alternance, hein, parce que ok, je vais toucher une petite rémunération, mais j'aurai aussi des coûts parce qu'il faudra peut-être que j'ai de logements, etc. Bon, et puis est-ce que j'ai bien mesuré que je serai salarié et que je vais passer le même diplôme que d'autres jeunes, mais que c'est pas souvent. Je me rappelle d'un collègue qui s'occupe d'un gros centre de formation apprentissage qui me disait l'idéal, ça serait presque qu'on ait des jeunes qui aient plutôt déjà un bon niveau scolaire, au départ pour faire la formation apprentissage ou alternance. En fait, c'est pas tellement forcément ces jeunes-là qu'on a, c'est plutôt des jeunes qui en ont marre du système scolaire et qui veulent justement du concret, une entreprise, mais qui après ils vont passer des bacs pro entre autres, hein, mais qui vont justement devoir quand même passer le même diplôme dans un temps beaucoup plus court. Et on va y revenir aussi. Donc s'assurer de leur maturité, donc s'assurer de tout ça. Est-ce qu'ils sont prêts à bouger, est-ce qu'ils sont mobiles? Et puis de l'autre côté, il faudra. Donc j'ai trouvé une entreprise. Très bien, l'entreprise a accepté de prendre en contrat de peau, mais est-ce qu'il y a bien adéquation? Et vous l'avez dit, hein, vous l'avez dit au Tito Pcalia, et je pense que c'est important. Est-ce qu'il y a bien une adéquation entre la formation suivie et ce qui va être proposé en entreprise? Hein, tout à l'heure, on avait un cas particulier de 2 mois. Il faut que le projet colle à ce moment-là. S'ils y arrivent, ils sont bons. Hein, je veux dire, c'est pas sûr que le projet va s'arrêter dès la fin du 2e mois automatiquement par rapport à ça. Donc là, il y a tout un travail, on doit valider. Bon, maintenant, s'il y a qu'une entreprise qui accepte de prendre le jeune et que le jeune a envie de le faire, vous voyez la question qui se pose. On dit oui, en plus, on peut même pas dire oui non, parce qu'en fait, l'entreprise a pris, donc ça va partir derrière. Donc il y a une nécessité de valider le projet, de rencontrer l'entreprise, hein, et ça c'est peut-être moi ce que je rajouterais par rapport à vos propos là des 2 premières interventions, c'est vrai que on est nous en tant que centre de formation un 3e acteur, et donc il faut que absolument il y a le jeune, il y a le stagiaire, il y a l'entreprise, mais il faut aussi que le centre de formation soit bien présent par rapport à ça. Donc une rencontre, vérifier la bonne adéquation du binôme entreprise alternant, faire tout un travail qui se fait, je pense, dans toutes les structures qui suivent ces formations. Alors le suivi tutoré, bien sûr c'est très bien quand ça se passe comme ça, mais vérifier qu'il y a un tuteur, vérifier que le travail est bien fait, etc. Et puis il y a un point qui n'est pas simple, c'est qu'en fait dans une formation alternance, et ça rejoint l'ingénierie pédagogique, une partie de la formation, puisque le temps est plus court, est faite dans l'entreprise. Bon, et donc si effectivement l'entreprise en fait a pris un jeune parce que il y avait un travail à faire, mais qui est pas forcément celui qui est en lien avec le diplôme, ça va pas forcément préparer le jeune au diplôme. Alors que justement on devrait valoriser ce qui est fait en entreprise au retour au centre de formation. Donc ça c'est facile pour moi de le dire là, c'est pas du tout facile au quotidien de le vivre. Mais c'est important. Donc relation avec le tuteur, relation aussi entre ce qui est fait. Alors il y a des entreprises où ça va être tout à fait en face, mais des entreprises ça va être totalement décalé. Moi je pense à une formation dans le paysage par exemple, où on a des fois des types d'entreprises totalement différents. Imaginez une entreprise en paysage qui ne fait plus que du travail de travaux publics par exemple, donc des grosses entreprises, et en fait le passage du BTS il est plus en relation avec des végétaux, etc. Mais sur les travaux publics ils vont pas en voir beaucoup sur le bitume.
bitume, il n'y a pas, si un petit peu de pelouse le long, quoi, mais c'est pas l'essentiel, quoi. Donc il faut quand même jongler par rapport à ça. Donc voilà, il y a l'importance du du projet, hein, et puis donc cet aspect effectivement le jeune, qu'il soit bien en face par rapport à son projet, par rapport à l'entreprise qu'il a trouvé. L'entreprise, ça correspond bien par rapport à ce qu'elle souhaite, bien sûr, et le travail qui est donné, mais aussi correspondant par rapport à la formation donnée. Et puis nous, essayer de mettre de l'huile entre tout ça. Hein, vous voyez, en 2 mots, c'est très simple à dire, c'est des facteurs clés, mais de le vivre au quotidien, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein, et donc, voilà, c'est ce qu'on essaie de faire, et c'est, je pense peut-être avec la salle tout à l'heure, on pourrait échanger un peu sur cette partie-là. Merci. Effectivement, vous terminez sur l'importance finalement que cette alternance soit construite de manière co-construite, ensemble, oui, tout à fait, avec les différents autres partenaires dès le départ, au niveau du recrutement, au niveau de la dimension du projet, alors du projet professionnel, du projet de formation du salarié qui sera justement dans cette alternance l'acteur clé, et c'est pour ça que Monsieur Chenu est là. Si je peux juste compléter juste un propos pour ne pas l'oublier simplement, c'est vrai qu'aussi on en parle peu pour l'instant, mais aussi on est certain à réfléchir aussi sur des parcours un petit peu différents. Alors il y a des parcours mixés, mais qui sont pas simples, mais j'aurais pas trop envie de développer, mais les parcours mixtes qu'on commence à entendre parler du style je fais une première année de formation en formation initiale et je fais la 2e année en formation alternance. Ça peut être aussi des parcours qui peuvent être intéressants et peut-être nouveaux et innovateurs par rapport à ça. Donc voilà, c'est simplement. Excusez-moi. Oui, tout à fait. Je pense que Madame Eslan pourra également en parler tout à l'heure. Donc, Monsieur Chenu, vous avez entendu une entreprise, vous avez entendu un organisme de formation, si j'ose dire, hein, je résume, Opcalia, qui met du lien entre les deux, et finalement c'est vous l'acteur central. Vous en retenez quoi, et vous en retenez quoi en termes de réussite? Je parle du dispositif, bien sûr. Hein. Selon vous, vous êtes partie prenante ou vous êtes l'objet qui se promène entre l'entreprise et le centre de formation? Donc je vais commencer par me présenter. Donc Benjamin Chenu, je suis arrivé en alternance chez EDF en septembre 2011 dans un service RH. Donc là j'y suis encore, donc jusqu'en décembre 2013. Donc c'est vrai que mon expérience à moi, je suis arrivé dans un groupe qui a mis beaucoup l'accent sur l'alternance, avec une grosse politique RH sur l'alternance, beaucoup de recrutements, environ 3000 recrutements en alternance par an. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'énorme. Donc tous les dispositifs par derrière qui sont en place, intégration, accueil, mise en place de tutorat, points réguliers avec les tuteurs. Donc là-dessus, c'est sûr que j'ai pas à me plaindre. La question que vous me posez, c'est que j'ai l'impression, depuis que j'y suis, j'ai un interlocuteur en entreprise, un interlocuteur à l'école, mais les deux ne communiquent pas. C'est ça la difficulté. C'est que on a des points en interne entreprise, on peut avoir des points avec l'école, on peut avoir des échanges, mais l'école et l'entreprise ne communiquent presque jamais. Il y a peut-être 2 points dans l'année, un au téléphone, un physique, mais en soi, l'échange n'est pas assez présent, je pense, et je pense que ce serait peut-être plus intéressant. Et des fois, on rencontre aussi des difficultés par rapport à ça. C'est que à l'origine, les missions donc sont définies bien sûr entre le centre de formation et l'entreprise. Mais les choses peuvent évoluer. Une entreprise, ça change. Les projets dans une entreprise, ça évolue. Et on se rend compte que quand il faut changer les missions, c'est toujours très difficile parce que non, on a signé ça dans le contrat au départ. Donc le centre de formation, il doit répondre à son référentiel, mais l'entreprise, elle, si elle peut plus répondre à ce qui a été défini en amont, il faut bien qu'elle puisse changer. Et des fois, on se rend compte que on a des difficultés pour pouvoir changer ces choses-là. Et puis nous, en tant qu'alternants, on se retrouve un peu entre les deux. Alors, on essaye d'impulser d'un côté, essayer de modifier un peu, et puis de l'autre côté, attention, pas trop. Donc c'est pas toujours facile de se retrouver dans cette situation-là. Bon, c'est pas non plus, c'est la vie de tous les jours. C'est formateur aussi. En plus de découvrir le monde de l'entreprise, on se rend compte que, de manière générale, rien n'est facile dans la vie. Donc c'est aussi une bonne chose.
Et je voudrais revenir aussi sur le rythme de l'alternance. C'est vrai que c'est une chose importante. Moi, donc là, je suis en alternance avec le CNAM, donc 3 semaines, 1 semaine. Et c'est vrai que si je prends mon service au niveau national, on a d'autres alternants qui, eux, sont là 3 jours, 2 jours, et on se rend compte que j'ai plus la possibilité de travailler sur des projets ou autres que des personnes qui sont 3 jours, 2 jours. En soi, on ne sait pas quoi leur donner. C'est vraiment la difficulté. Sauf qu'à côté de ça, on les a acceptés parce que les écoles elles proposent ça, donc on n'a pas le choix de faire comme les écoles le souhaitent en fait. Après, quelle est la réflexion à avoir par rapport à ça, je ne sais pas. De toute façon, ça dépend des entreprises, ça dépend de tellement de choses. Mais le rythme aussi est important à prendre en compte quand on prend quelqu'un en alternance. Et c'est vrai, est-ce que ce serait pas des fois mieux de se dire ok, j'ai besoin d'un alternant, mais au vu de ce que l'école propose, ce sera pas possible parce qu'on pourra pas l'accompagner comme il faut, on pourra pas lui donner des choses valorisantes, des choses qui lui permettront d'acquérir des compétences. Peut-être aussi une réflexion à avoir là-dessus. Voilà. Sinon, le tutorat, l'accompagnement, c'est les points avec les tuteurs. C'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir un tuteur là-dessus qui, avec des formations de toute façon qui sont mises en place au sein du groupe, des formations tuteurs qui sont très présentes, donc des points très réguliers avec le tuteur à chaque fois avant de retourner en cours. Et quelque chose aussi d'importance, d'intéressant, c'est que la possibilité, donc dans mon entreprise, je sais pas, c'est toujours le cas dans toutes les entreprises, c'est en revenant de l'école, c'est échanger avec notre tuteur et avec nos collègues en disant voilà, j'ai vu ça, et qu'est-ce que ça pourrait vous apporter par rapport à ce que j'ai pu acquérir pendant ma semaine de cours. C'est vrai, quand je discute avec d'autres personnes qui sont dans la même formation que moi, qui sont dans d'autres entreprises, ils sont à dire que voilà, ils sont en entreprise, c'est le monde de l'entreprise, ils sont à l'école, c'est le monde de l'école, pas du tout d'échange. Alors que c'est vrai que moi j'ai la chance de pouvoir échanger sur ce que j'ai pu voir en cours, échanger avec mes collègues et pouvoir apporter des choses supplémentaires. L'entreprise est là pour nous apporter quelque chose, mais nous aussi on doit être là pour apporter quelque chose. Et c'est pas toujours facile, mais on laisse peut-être pas toujours la possibilité non plus aux alternants de leur laisser le temps d'apporter quelque chose par rapport à ce qu'ils ont acquis pendant les cours en fait. Voilà. Bon, après je pense que pas mal de choses ont déjà été dites, donc je vais pas non plus redire ce qui a beaucoup été dit. Merci. On voit que finalement, pour l'instant, vous êtes tous d'accord sur quels sont les principaux leviers à mettre en place. Le tutorat, l'accompagnement, réfléchir au rythme de manière à ce qu'il soit suffisamment souple pour correspondre à la réalité de l'entreprise et du centre de formation, finalement qu'il bénéficie à l'apprentissage, et donc l'apprentissage dans le sens de l'acquisition des connaissances, et donc de l'acteur principal, central, qu'est l'apprenant, l'alternant. Et du coup, vous disiez quelque chose effectivement très important, c'est comment s'organise, par qui s'organise, parce que s'il n'y a pas de pilote dans l'avion, il n'y a pas de voyage, l'échange entre les différents acteurs justement qui apportent ces connaissances que sont donc l'entreprise et puis le centre de formation. Je crois qu'effectivement c'est important, et encore une fois, ce que vous relevez là, c'est finalement dans l'ingénierie du dispositif une souplesse qui permette, en fonction des réalités, des enjeux de chacun, d'adapter le dispositif de formation, ce qui n'est pas évident, mais en tout cas ce qui est une réalité, un vrai questionnement. Alors Madame Eslan, vous êtes donc vice-présidente de la commission apprentissage, et c'est vrai que l'une des principales compétences de la région est l'apprentissage, et du coup vous avez ici une expérience également autour de l'alternance indéniable, forte, importante. Comment s'inscrit la région dans ces logiques, dans ces leviers? Comment, à partir de ces éléments, la région contribue-t-elle à cultiver les talents de la région avec l'alternance? C'est une belle question. Bonjour à tous. Donc effectivement, juste 2-3 petits détails quand même. La région Pays de la Loire, c'est 30 000 apprentis en gros, 29 800 là, qui vont du CAP à l'ingénieur en fait.
Donc avec un souci de la région puisque moi je vais parler de l'apprentissage, hein, je suis pas, mais bon, l'alternance en général, c'est pas différent. Enfin, ce qu'on s'est dit là, on se le dit aussi, hein, il n'y a pas de problème. Et nous, ce qu'on s'est attaché, c'est à faire des cursus qui peut être un petit peu la différence, si je peux dire, hein, les contrats de professionnalisation, c'est-à-dire qu'on s'est attaché à pouvoir faire des cursus de formation complets, c'est-à-dire c'est le sens de nos ouvertures, parce que dans nos compétences, on a la compétence de la carte des formations en termes d'apprentissage, c'est-à-dire de décider des ouvertures, ce qui permet des dialogues intéressants avec les centres de formation en général. Donc dans ces ouvertures, nous on s'est attaché à avoir une répartition territoriale, mais aussi une répartition de cursus, de façon à ce que l'alternance, le choix entre l'alternance et la formation temps plein, ce soit un choix qui corresponde aux jeunes et à son autonomie et à son souhait d'apprentissage, mais que ce ne soit pas, si vous voulez, un choix par défaut, une orientation par défaut. Alors ça, c'est bien de le dire. Pratico-pratique, effectivement, il y a encore des progrès à faire, mais en ce qui concerne notre compétence, nous, on s'attache, si vous voulez, là, vous avez insisté tous sur l'importance du binôme, voire même du trinôme, jeune employeur CFA pour nous, ou centre de formation pour les contrats d'alternance. Donc effectivement, notre relation avec les CFA, les centres de formation apprentis, donc les CFA, elle est calée par des conventions quinquennales en fait, dans lesquelles on décline certains objectifs. Donc en fait, au travers de ces objectifs de convention, ça vous permet de voir un peu comment on a envie de voir l'alternance et ce qu'on peut y apporter. Donc, une des premières choses, c'est l'orientation du jeune, c'est-à-dire le premier accueil du jeune dans le centre de formation d'apprentis, avec la construction de son parcours, la vérification de son projet professionnel, la construction de son parcours et l'aide, s'il n'a pas déjà l'entreprise, à rechercher une entreprise et aussi à construire le binôme qui va bien, quoi. Parce que on parlait tout à l'heure de l'importance de ce lien entre l'entreprise et le jeune. Et je crois que c'est vraiment capital. Alors après, une fois que le binôme est construit, effectivement, il y a encore du chemin à faire, parce que c'est pas le tout. Mais voilà, c'est d'aussi voir quel est le besoin exact du jeune. Et ça, c'est le rôle du CFA, de positionner le jeune, de voir quel est son besoin exact de formation, son niveau de formation, ses carences, ses plus, de façon à faire des parcours individualisés. C'est pas la majeure partie, c'est à peu près 20 à 30% des jeunes dans les CFA qui ont des parcours vraiment individualisés, soit parce qu'ils ont des diplômes supérieurs et que faire une formation n'en nécessite pas les heures théoriques nécessaires. Ça, c'est pour la partie en théorie. Et puis, éventuellement, des parcours un petit peu alourdis pour des jeunes qui ont vraiment des difficultés avec le savoir de base ou des difficultés de comportement importantes, etc., qui nécessitent du travail individuel. Donc ça, c'est cette pédagogie, cette ingénierie de l'alternance. C'est le démarrage de l'ingénierie de l'alternance pour nous avec les CFA. Alors ça nécessite quoi? Parce que finalement, je vais pas parler de la relation entreprise parce que finalement on est sur les mêmes problématiques, mais plutôt de vous parler de ce qu'on essaye de faire en termes d'ingénierie de l'alternance. Il n'y a pas, je pense, de cours, si je peux dire, sur l'ingénierie de l'alternance. C'est ce que disait Vincent Merle aussi. C'est quelque chose qui se co-construit. Nous, on a la chance en Pays de la Loire d'avoir un réseau de CFA. Les CFA, on les fait travailler en réseau. Ils travaillent ensemble. Alors, ils sont un peu concurrents, mais ils travaillent ensemble sur des thématiques, notamment autour de la professionnalisation des formateurs, par exemple, ou des directeurs, etc. Il y a des groupes de travail sur l'individualisation. Il y a eu des groupes de travail sur les centres de ressources, etc. Donc, on a cette richesse de pouvoir mettre les gens en tas, en réseau, si je peux dire, en réseau, en réflexion, et accompagnés par des maîtrises d'ouvrage éventuellement, accompagnés par le SAIA, par exemple, et puis de pouvoir travailler avec pour co-construire ensemble aussi une pédagogie. Alors c'est vrai que l'entreprise, dans cette co-construction, elle est présente au travers de la parole des CFA. Elle est présente au travers des dialogues avec les branches professionnelles. Elle n'est pas toujours présente concrètement dans nos groupes de travail, dans le sens où c'est difficile de mobiliser l'entreprise et pour des formations tutorales et pour des groupes de travail, et il faut qu'elle bosse quand même. Je crois qu'il y a aussi ça, c'est un petit peu plus difficile. Mais je pense que c'est à vous entendre, je me dis que il y a peut-être plus de travail à faire, pas seulement au travers des branches, mais au travers, donc là, on met en place aussi des formations tutorales, de tuteurs en entreprise, mais c'est pareil, ce que vous disiez tout à l'heure, sur les formations de 14 heures, etc., on sent que ça a vécu cette affaire-là, qu'on est plus sur des groupes de parole, de l'attention, peut-être de la formation à distance, j'en sais rien, et s'il y a des expériences qui se font, eh bien, je pense qu'il y a peut-être des liens à trouver, en fait, sur la formation. Oui, il y a peut-être des liens à trouver. Alors, non pas seulement comme payeur, mais sur l'ingénierie,
Je pense que c'est aussi ça. Parce que bon, c'est pas seulement le rôle du conseil régional autour de l'apprentissage. C'est pas seulement un payeur, quoi. On est aussi dans ce travail d'ingénierie, de construction, etc. Donc, de co-construction. Donc, il y a certainement des choses à faire. Moi, je voulais aussi, vous parlez, je n'ai pas du tout pris l'ordre de ce que j'avais dit, donc bon, enfin voilà, j'espère que c'est pas trop confus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui est, vous en avez parlé vous, Madame, tout à l'heure sur ce premier accueil et sur la qualité aussi du lien. Alors vous l'avez très très bien dit, jeune homme, aussi sur le lien et le retour, le lien entreprise CFA. Je crois que en apprentissage, il y a quand même une obligation d'avoir un rendu de ce qui se passe dans l'entreprise. Quand le jeune revient, il remplit j'ai plus le nom en tête, enfin c'est pas un portefeuille de compétences, mais il a un portfolio, enfin je sais plus comment on appelle ça en apprentissage, le nom m'échappe, mais en fait il a un espèce de cahier, enfin de document, et qui rend compte de ce qui s'est fait dans l'entreprise et qui doit porter à discussion avec le tuteur, parce que vraiment moi je comprends l'alternance comme on se forme des deux bouts. Et vous avez fort bien dit aussi que le jeune il apprend aussi à l'entreprise, et on voit ça dans des métiers. Alors là, vous disiez en termes de RH, mais en termes de parfois les machines utilisées dans le CFA sont plus performantes que celles qui sont dans l'entreprise. Ça arrive parfois. Donc le jeune qui a utilisé un outil, une machine, etc., rapporte, et parfois ça permet à l'entreprise aussi d'investir en confiance et de se dire, bah voilà, t'as expérimenté, ça se passe bien, voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment important. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus évident dans le supérieur, dans la formation sup, parce qu'effectivement elle est presque d'office, cette relation. Et encore, c'est peut-être pas si évident que ça, puisque vous disiez que. Mais je pense que dans le sup, on a plus la conscience de l'interaction entre le jeune et l'entreprise, et l'apport du jeune et l'apport de l'entreprise. Mais je pense que dans les petits niveaux, nous, c'est un peu notre bagarre. Dans les plus petits niveaux aussi, que l'entreprise considère le jeune aussi comme un apport de compétences. Et je crois que toute la confiance qu'on peut mettre dans la jeunesse et dans ses capacités à apprendre, c'est aussi en reconnaissant sa compétence. Voilà, et puis ne pas oublier qu'un apprenti c'est un salarié comme un alternant, et qu'il est parfait, mais vous l'avez très bien dit, fait partie intégrante de l'entreprise, et ça c'est vraiment une importance qu'on attache très fortement à ce statut de salarié. Alors avec aussi des différences, parce que certaines branches professionnelles rémunèrent mieux leurs salariés que d'autres, etc. Donc les salariés, ils se causent entre eux quand ils sont ensemble, et ils se disent il y a des différences aussi qui existent. Voilà. Alors ça, effectivement, on pourra pas lisser, mais entre le statut professionnel et le statut formation à temps plein et le statut d'apprenti, il y a des différences. Entre le statut d'un contrat de pro et d'un apprenti, il y a aussi des différences, notamment sur les aides régionales. Mais bon, voilà, c'est une question de compétence. Et puis après, il faut arriver à ce que le jeune s'en tire et qu'il en tire le maximum, et qu'il se qualifie, sans perdre de vue jamais la notion de qualification, et que l'entreprise ne fasse pas passer non plus son projet personnel, si je peux dire, c'est un peu méchant, mais son projet personnel aux dépens du diplôme du jeune. Parce qu'on a parfois, l'entreprise, elle est partie elle confie des compétences à un jeune, surtout dans le sup. Je pense qu'on a eu des soucis avec des ingénieurs. Mais bon, ils sont sur un projet hyper intéressant. Alors le jeune est passionné, l'entreprise est passionnée. Puis on en oublie qu'en fait, quand même, le jeune, la première sécurisation pour sa vie, c'est quand même d'avoir un diplôme aussi, et qu'il faut aussi arriver à mesurer, et pour que le jeune puisse réussir. Donc, ne pas oublier et l'objectif du jeune et l'objectif de l'entreprise. Voilà, merci. Merci. Je vous propose justement maintenant de prendre une dizaine de minutes pour que vous puissiez dialoguer. Donc la parole est à la salle, comme l'on dit, et vous sera donnée dès que vous lèverez la main, ce qui ne saurait tarder. Bonjour, je me présente, donc Lydie Manceau, je travaille en tant que responsable des ressources humaines à la Comec, une entreprise de menuiserie. Je vous ai entendu parler tout à l'heure d'alternance, de patron, enfin de monter un projet en ayant une mixité sur les patrons. Je trouve que c'est un projet intéressant, puisqu'en fait nous accueillons beaucoup d'apprentis, et quelquefois sur 4 ou 6 ans, en fait, la seule expérience qu'ils aient, c'est dans notre entreprise. Donc, je voulais vous entendre parler des projets éventuels dans ce domaine. La deuxième question que j'avais, c'est également au niveau de l'alternance.
Aujourd'hui, on a essayé avec un IUT, enfin l'IUT d'Angers, de monter un projet sur une licence achat. Et en fait, on va dire que sur les premiers mois, on a la personne a été très peu en entreprise. Donc, je vous ai entendu parler aussi d'une année en formation totale dans un établissement et après une année en alternance. Je voulais vous entendre sur ce projet également, puisque ça nous intéresse. Oui, sur les plusieurs entreprises, hein, je pense pas que c'est moi qui en ai parlé, mais oui, non, mais ça peut être intéressant parce qu'effectivement, moi, sur un point de vue plus, positionnement, c'est que pour un jeune, ça me paraît très très bien le parcours en alternance, mais c'est vrai que s'il fait 5 ou 6 années en alternance, et ça a bien été expliqué tout à l'heure aussi, c'est vrai que bon, c'est quand même un petit peu embêtant de pas avoir des différentes entreprises en termes d'ouverture. Ça me semble intéressant à ce niveau-là. Aujourd'hui, tels que sont faits les systèmes de formation, je crois que notre système est compliqué, sauf la seule idée qui me viendrait, c'est sauf si en fait la personne fait des formations différentes. C'est-à-dire si elle a fait un bac pro et fait un parcours avec une entreprise, un BTS avec une autre, une licence avec une autre. Bon là, ça c'est vrai que c'est des parcours qui peuvent effectivement s'imaginer et que font d'ailleurs certains jeunes très bien à ce niveau-là. Alors le parcours 1+1, c'est le parcours dont nous on n'a pas encore démarré, mais on est en train de réfléchir à ça. Et j'ai vu certains conseils régionaux, je sais pas si je les Pays de Loire, mais j'ai vu en Lorraine un document récent où ils sont là. Alors, c'est pas les parcours mixés, hein. J'entends bien mixé, vous savez, c'est en mélange des gens en formation initiale et des gens en formation apprentissage ou alternance. C'est des parcours mixtes, c'est-à-dire on enchaîne des parcours. Ça se fait déjà dans certaines formations en DUT, dans des BTS. Bon, par exemple, je prends le domaine de l'informatique. On fait une première année, voilà. Bon, j'ai fait un bac X ou Y. Je fais une première année d'une formation informatique en formation initiale, et donc après, je démarre un parcours alternance. Hein. Alors après, ça peut être des parcours soit d'un an, soit c'est 1+1, soit 1+2, ça dépend des parcours. Je sais pas trop comment les OPCA d'ailleurs se positionnent aussi par rapport à ça. Mais c'est effectivement, ça peut être dans certains cas intéressant, puisque effectivement, en informatique, par exemple, si le jeune il arrive à l'entreprise et puis il n'a pas du tout les acquis, bon l'entreprise va devoir le former à ce niveau-là. Et puis il y a aussi le jeune qui se dit, il y a le jeune, mais il y a un quatrième acteur aussi des fois qu'on oublie, c'est les parents. Les parents qui en oublient. Moi, des collègues me parlent l'autre jour d'une porte ouverte où le jeune voulait absolument faire l'alternance, mais les parents disaient, mais oui, mais tu crois pas que tu pourrais d'abord, etc. Et donc ça peut être peut-être une idée intéressante à ce niveau-là, effectivement, d'associer. Alors, effectivement, arriver en entreprise, vous imaginez les entreprises en informatique, par exemple, d'avoir des jeunes déjà d'un bon niveau et déjà bien formés. Je pense que ça peut être aussi intéressant, et ça sera intéressant pour le jeune aussi à ce niveau-là. Maintenant, si le jeune il veut démarrer de l'alternance dès sa sortie du bac, bon voilà, donc ça c'est pas adapté évidemment à ce niveau-là. Bon, je sais pas si ça répond exactement à votre question. Moi, Madame Eslan voulait. Moi, je peux juste rajouter un petit détail, c'est que le mixage, ce qu'on appelle le mixage des publics, il se fait beaucoup en dessous du niveau, enfin jusqu'au niveau bac en Pays de la Loire. On est pratiquement une des régions un peu pionnières là-dessus, avec des mixages 1+1, c'est-à-dire une année en apprentissage, une année éventuellement pour des BTS. Après, sur les bacs pro, on a 1+2. 2+1. On a aussi des sections où le public est totalement mixé. Il y a 10 élèves en temps plein et 5 apprentis, par exemple, ou 15 élèves et 5 apprentis. Donc, ou voire 10 et 10. Donc, on a vraiment tout fait. Alors, c'est vrai que là, on est ça fait 3 ans qu'on a commencé le mixage, oui, à peu près. Et, on a demandé, au rectorat, parce que ça s'est plutôt fait dans les CFA Éducation nationale, on leur a demandé au rectorat un bilan de ce mixage avant d'étendre un petit peu l'affaire. Donc le bilan, il est pas négatif, mais la pédagogie, elle est quand même encore à assurer. Elle est très variable d'établissement à établissement. Donc pour l'instant, la vulgarisation en apprentissage, nous on y réfléchit, et dans le SUP, il y aurait certainement des choses intéressantes à faire, mais on va se servir de l'acquis pour pouvoir progresser, de façon à pas se lancer dans l'inconnu et de pas envoyer les jeunes à l'échec, parce que ça dépend vraiment des formateurs aussi. Bon, donc c'est pas normal quand le système il dépend que des personnes. C'est pas un modèle, ça devient pas un modèle, quoi. Ça devient vraiment des coûts, quoi, si je peux dire. Hein. Donc il faut quand même bouger. Alors je sais pas si au niveau des OPCA vous avez des pour répondre à la question sur la mixité des employeurs, il y a les groupements d'insertion par la qualification qui existent, qui recrutent par le biais de contrats de pro.
un employeur y adhère. Alors vous avez des GEC multisectoriels ou des GEC sectoriels, donc qui sont un peu monoactivité. Mais ça, en tout cas, ça permet aux jeunes ou aux moins jeunes, encore une fois, recrutés par le GEC qui est son employeur, mais ensuite il bénéficie de mise à disposition dans les entreprises qui ont adhéré au groupement. Et donc là, ça lui permet effectivement de multiplier les expériences professionnelles dans diverses entreprises. Alors d'autant si on se situe sur un GEC effectivement multisectoriel. Sur les expérimentations de rythme pédagogique, alors, mixité une année ou sur des rythmes plus rapprochés. Là, je crois qu'effectivement la porte elle est pas fermée. Nous, OPCA, on n'est pas là, en tout cas, pour mettre des contraintes ou des freins à ce type d'expérience, s'il s'avérait que c'était un facteur de réussite pour les jeunes. Donc, a priori, on est vraiment ouvert à la réflexion là-dessus, sur les possibilités de financement ou de prise en charge de ce type de contrat. Oui, et puis il me semble qu'au niveau de l'apprentissage, on peut effectivement déjà, on pourrait s'en inspirer, avoir des contrats, des conventions à tiroir avec différentes entreprises, de manière à ce que le jeune puisse justement, avoir différentes expériences qui complètent ou qui sont de plus en plus en phase avec le référentiel, si j'ose dire, de la formation aussi. Hein. Une autre question ou un commentaire? Bonjour, Patrice Landry du CNAM. On a bien compris que la pédagogie de l'alternance, c'est pas la simple juxtaposition de cours ou de modules, et qu'il y a tout un ensemble de temps à consacrer à des régulations, à des temps collectifs, à de la médiation avec l'entreprise. Donc du coup, au niveau du domaine de l'enseignement, comment est-ce que vous organisez ça? Comment est-ce que vous pouvez concilier les exigences de planning du corps enseignant avec ces temps de régulation obligatoires, enfin nécessaires en tout cas? Et puis en face de ça, on a aussi la question des ressources, c'est-à-dire que le financement de ces formations est souvent basé sur du face-à-face pédagogique, hein, et nos formations sont souvent construites sous forme modulaire. Donc du coup, comment on arrive à résoudre cette équation de cette exigence qui est un facteur clé de succès, de consacrer du temps à ces moments d'échange, à ces temps de réflexion et à ces relations. On disait tout à l'heure que les 2 rendez-vous annuels entre les 2 tuteurs sont insuffisants. Donc comment on nourrit également ces temps-là et comment on les finance finalement, parce qu'on a toujours cette équation-là à résoudre quelque part. Oui, bon, je suis un peu obligé de répondre. Oui, c'est pas simple, parce que déjà, si on prend une simple fête, on veut se dire, on veut se retrouver avec toute l'équipe. Hein. Comme on a des groupes en formation qui sont 35 heures semaine, parce qu'il faut bien qu'on assure la formation, donc déjà il y aura tout le temps, il y aura forcément quelqu'un d'absent, hein, ou un autre, donc c'est déjà des premières choses. Après, si j'expliquais tout à l'heure, si certains sont enseignants classiques, on va dire par ailleurs, là ça devient, et ça arrive dans certains cas, ça devient extrêmement compliqué. Donc la contrainte du temps n'est pas, Monsieur Merle l'avait expliqué tout à l'heure, c'est vrai que la personne qui est en formation intense, qui dit, moi j'ai fait mes heures et je fais pas au-delà, c'est vrai que la construction se fera plutôt au-delà ou le soir, etc. Donc c'est pas forcément évident, mais c'est absolument indispensable. Donc je pense que chacun trouve ses solutions quand même pour se retrouver fréquemment. Après, d'aller en entreprise, il faut, c'est un paramètre aussi compliqué parce qu'il faut à la fois que l'entreprise puisse recevoir. Donc ça, faut que ça tombe au bon moment pour l'entreprise de l'autre côté. Bon, faut que le formateur bien sûr soit là. Bon, ça c'est bien aussi que le jeune soit là à ce moment-là. Donc c'est ça, mais ça fait partie de tout le travail au quotidien qu'il y a, mais qui est absolument indispensable. Et quand on ne le fait pas, je crois que c'est là où effectivement la qualité, effectivement, on propose plus une formation alternance, mais voilà, une formation alternance, mais on va pas au-delà de vraiment répondre à ce qui est là, quoi. Hein. Et c'est pas forcément ça. Je voulais juste rajouter une petite réflexion que m'avait fait. Je prends toujours l'exemple du paysagisme, enfin bon, parce que ça me vient à l'idée. Certains entrepreneurs, si vous voulez, qui nous disaient, parce qu'on est quand même en lien avec, bien sûr, avec eux, ils disaient, mais moi, en fait, ça m'embête quelque part, parce que quand je vois, par exemple, venant de chez vous, des gens qui ont fait des bacs pro,
c'est parfait pour nous, quoi. Je veux dire, ces gens-là, ces jeunes-là, ils font bien le travail de chef, même de chef d'équipe qu'on veut faire. Donc on est prêt à le faire. Mais ces jeunes-là, ça se comprend pour des questions de rémunération, convention, veulent continuer. Donc ils font un BTS en alternance ou en apprentissage. Et en fait, ils expliquaient, alors je veux choquer personne, que presque ça les embêtait parce qu'en fait il y avait une sorte de de pollution du jeune, c'est-à-dire que le jeune, en fait, il était plus le même bac pro qu'il avait connu avant. Et pourquoi, je crois, parce qu'en fait, le jeune, une fois qu'il a parti là-dessus, souvent veut faire une licence. Et en fait, le métier qu'il a, quand il est en bac pro, il est prêt à travailler au quotidien, faire des tâches monter un aménagement paysager concret. Mais quand il a arrivé aux licences, il veut plus que le faire du bureau d'études et de l'infographie, quoi. Hein. Sauf que dans le premier, il y a des emplois, et dans le deuxième, il n'y a pas d'emploi, quoi. Bon, mais donc c'est aussi une des difficultés. Donc c'est vrai qu'il faut trouver le bon équilibre par rapport à ça. Mais tout ça, ça demande du temps. L'ingénierie, si on n'a pas le temps pour se réunir, effectivement. On loupe des étapes et on loupe des choses, quoi. J'aurais juste rajouté quelque chose, c'est que on a choisi un mode de financement, c'est pas pour faire la gloire des Pays de la Loire, mais quand même, je pense qu'on doit être la seule région en France à faire comme ça, à financer des plafonds de subvention, c'est-à-dire qu'on ne finance pas un apprenti égale une somme. C'est-à-dire que 15 apprentis c'est tant, 12 apprentis c'est tant. Nous on finance de façon à sécuriser les centres et à leur permettre aussi d'avoir aussi une vision globale. On finance le financement, le coût global d'un CFA. Alors on le finance avec des critères, critères de réussite aux examens, critères de coût moyen apprenti quand même et de gestion en référence à un référentiel régional, différents critères, différents paramètres qui sont mis en compte, mais ça permet aussi d'avoir que de laisser à l'établissement le choix de ses temps, de travailler sur l'ingénierie, etc. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu plus complexe dans votre domaine puisque vous, enfin voilà, mais alors le texte le prévoit. Le problème, c'est qu'on est rattaché à un taux horaire sur lequel on est tous focalisés et que, alors je dis pas ça méchamment, mais que préemptent très souvent les organismes de formation, sur la durée totale des parcours. Mais le texte nous interdit pas sur les taux horaires de prise en charge des OPCA qui comprennent ou qui peuvent comprendre toute une série de modalités de prise en charge et qui peuvent notamment financer ces temps de regroupement, d'échange ou d'ingénierie. Ce sur quoi je pense que les textes, parce que ça aussi c'est réglementaire, les cadres d'intervention des OPCA sont hyper réglementés, c'est qu'on pourrait peut-être un jour s'imaginer, alors ça sera peut-être le cas de la prochaine réforme parce qu'on parle de dispositif qui va être à nouveau réformé et les réformes se succèdent à un rythme soutenu en ce qui concerne la formation professionnelle au printemps prochain et notamment la partie apprentissage et notamment sur la collecte de l'apprentissage, c'est qu'on pourrait peut-être s'imaginer, plutôt que de rester figé sur un taux, alors on a un petit peu évolué la fois dernière, on a considéré qu'il y avait un certain nombre de publics ou de typologies publiques qui pouvaient bénéficier d'un taux supérieur parce que nécessitait un accompagnement un peu plus approfondi. Mais on pourrait peut-être mettre un petit peu de souplesse sur ce taux unique aujourd'hui sur lesquels les OPCA sont un peu figés, qui nous permettrait peut-être de mieux personnaliser au regard des profils que nous accompagnons dans les cadres des contrats de professionnalisation et pas uniquement effectivement se focaliser sur ce 9,15 € qui existe depuis maintenant une dizaine d'années et qui permet pas toujours effectivement au regard des contraintes qu'ont les organismes de formation de faire un petit peu autre chose. Très bien. Écoutez, merci. On a à conclure. Vous avez vu, nous commençons à être envahis. Donc, merci encore. Ce qu'on voit, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a énormément de points de convergence au niveau de ces différents leviers qui vont faire que l'alternance fonctionne encore mieux. On a parlé du recrutement, du poste, de l'intégration dans une logique de GPMC. Et puis des chantiers encore, des chantiers à mettre en place. C'est comment faire pour que les expériences dans les différents lieux d'apprentissage, on a parlé de l'école, de l'entreprise, de la famille, puissent être exploitées dans les différents lieux justement par les différents acteurs pour que ça profite constamment à l'alternant, à l'apprenant. Donc je pense qu'on aura du coup l'occasion à l'avenir de travailler, de se réunir peut-être ici pour y travailler encore avec des figures essentielles que sont l'entreprise, le tuteur
l'apprenant et le formateur. Voilà. Merci encore à vous. Merci Merci.